Alors, aujourd'hui, on se penche sur un texte assez particulier, à la fois philosophique et très provocateur, le Manifeste pour la paix de Goudig. C'est un texte qui, vous allez voir, cherche un peu à dynamiter notre vision habituelle de la paix et de la guerre. Allez, on plonge ensemble au cœur de ces idées. Voilà, ça commence comme ça. Ça vous pose d'ambiance, hein. Dès la première phrase, l'auteur met les pieds dans le plat. Il rejette complètement la conception classique de la paix. Pour lui, c'est un produit qu'on nous vend, une sorte d'illusion pour nous calmer, mais pas du tout un état réel. C'est vraiment de là que toute sa réflexion va partir. Ok, première partie. Ici, l'auteur s'attaque à une cible bien précise, ce qu'il appelle la paix institutionnelle. C'est vraiment ça son cheval de bataille, le concept qu'il veut déconstruire de A à Z. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse paix institutionnelle? Eh bien, pour l'auteur, ce n'est pas la paix. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre sous calmant. C'est une conquête, mais déguisée en neutralité, en bon sentiment. C'est une façon de dominer l'autre, non pas avec des armes, mais avec la morale, avec les mots. Et là, ce tableau montre bien le fossé qu'il dessine. D'un côté, on a cette paix qui a besoin d'un ennemi, qui exige des excuses, qui veut absolument que l'autre change d'avis. De l'autre côté, ce qu'il nomme la vraie paix, eh bien, elle fait tout l'inverse. Elle n'a pas besoin de gagner, elle accueille sans condition. Pour lui, ce sont deux logiques qui ne pourront jamais s'entendre. Bon, d'accord. Si cette paix-là est une imposture, on fait quoi? Quelle est l'alternative? Eh bien, le manifeste avance une solution, une pratique interne, personnelle, qu'il appelle la désobéissance passive. Le texte nous pose donc une question toute simple, en apparence, mais redoutable. On la veut, cette paix? Vraiment? Et si oui, comment on fait? Et là, attention, les réponses sont très loin des pétitions ou des grandes marches dans la rue. Pour le manifeste, la paix, ça commence d'abord à l'intérieur de soi. Il ne s'agit pas de convaincre les autres, mais de désarmer son propre ego. Premièrement, arrêter de vouloir à tout prix avoir raison. Deuxièmement, ne plus chercher à gagner à chaque discussion. Et troisièmement, peut-être le plus dur, commencer par ne pas répondre à la provocation. J'aime beaucoup cette image, elle est très poétique. Le danseur sous les bombes. Ça montre bien que l'idée, ce n'est pas de faire un acte de protestation héroïque, mais de préserver quelque chose à l'intérieur de soi. C'est un refus de se laisser contaminer par la logique de la guerre pour ne pas devenir soi-même une bombe de haine ou d'opinion. Mais attention, il précise bien, ce n'est pas de l'indifférence ou de l'apathie. C'est un retrait tout à fait conscient. C'est un choix actif de devenir, comme il dit, inutilisable. C'est refuser de servir de carburant à la machine de la guerre des idées, que ce soit en prenant parti, en relayant des messages ou en s'indignant sur commande. Voyons maintenant comment l'auteur applique cette vision philosophique pour analyser le monde qui nous entoure, la géopolitique, les grandes institutions. Et c'est là que le texte devient particulièrement corrosif. Le manifeste se lance dans une caricature féroce de Vladimir Poutine. Mais il faut bien comprendre que le but, ici, ce n'est pas de faire une analyse sérieuse. C'est de se moquer de la façon dont l'Occident se fabrique une image d'ennemi parfait. Cet ogre qui est bien pratique pour justifier ses propres actions. Bon, on voit bien le style provocateur. Le but n'est pas d'être factuel, évidemment. C'est de tourner en ridicule la figure de l'adversaire telle qu'on nous la présente dans le discours dominant, de la rendre presque grotesque. Mais la critique ne s'arrête pas là, ce serait trop facile. Le miroir satirique, l'auteur le retourne immédiatement sur l'Europe, en se moquant de ce qu'il voit comme une hypocrisie totale. Cette stratégie de la paix par la guerre et cette bascule vers une économie de guerre au nom de la paix. Ensuite, la critique s'élargit encore. Elle vise des organisations mondiales comme le Forum économique mondial. Le manifeste les dépeint comme les architectes d'un futur de contrôle, où la guerre actuelle servirait en fait de prétexte pour accélérer une réorganisation profonde de nos sociétés. Et pour argumenter, le texte ne sort pas ça de son chapeau. Il s'appuie sur des publications, des citations bien réelles de ces organisations. Il les met bout à bout pour dessiner les contours d'un futur qu'il juge dystopique, un futur où des objectifs a priori louables, comme l'écologie ou la santé, serviraient de façade à un projet de contrôle global. On arrive à la dernière section. Face à tout ça, comment résister? L'auteur y explore de nouvelles pistes, en partant du constat que les anciennes méthodes, notamment la satire, ne fonctionnent plus. Et ce constat est assez sombre. La satire ne fait plus peur. Selon l'auteur, le pouvoir a appris à gérer la moquerie. Il l'absorbe, il la recycle. Les dirigeants s'auto-caricaturent. Ils transforment la critique en contenu viral. Et au final, ça désamorce complètement son pouvoir de subversion. Alors, si on ne peut plus se moquer, on fait quoi? Eh bien, la réponse du manifeste, c'est la rigueur. La nouvelle résistance doit être froide, factuelle, calme comme une feuille d'impôt, claire comme un contrat, dure comme un refus. L'idée, c'est de combattre leur storytelling, non pas avec une autre histoire, mais avec une solidité à toute épreuve ancrée dans le réel. Pour illustrer ça,
Le manifeste propose une comparaison volontairement dérangeante. Attention, il ne s'agit pas de défendre Trump, loin de là. Il s'agit de montrer ce que l'auteur appelle un cynisme moins mortel. En gros, il oppose ce qu'il voit comme l'idéalisme meurtrier de certains à une réelle politique qui, bien que brutale, aurait, factuellement, fait moins de victimes. Et ça l'amène à redéfinir la notion de courage. Le manifeste suggère que le vrai courage aujourd'hui, ce n'est peut-être plus de partir au combat, mais au contraire de refuser de se battre, de déserter, pas par lâcheté, mais comme un acte de lucidité. Le refus de mourir pour des mensonges ou pour des intérêts qui ne sont pas les siens. Et voilà la déclaration finale de l'auteur. Il refuse de choisir un camp. Sa seule allégeance, c'est la paix, l'humain et la vérité, même quand elle est inconfortable, même quand elle est sale et qu'elle n'offre pas de happy end. C'est une posture qui se veut radicalement en dehors des clivages habituels. Et c'est là-dessus que se termine cette exploration. Au fond, le manifeste nous invite à faire une chose, voir plutôt que croire. Mais la question immense qui reste en suspens, c'est « est-ce seulement possible ?» Dans ce brouhaha permanent de récits, de narrations qui s'affrontent, peut-on vraiment atteindre une vision pure, non filtrée du réel ? Le texte nous laisse avec cette interrogation. Et c'est peut-être là toute sa force.